Merci beaucoup pour votre présentation très claire, malgré le bruit ambiant qui n'a pas facilité votre tâche. Et bravo vraiment pour les illustrations. Vous avez fait vraiment une présentation orale, un diaporama qui est vraiment de qualité. Alors j'ai commencé par donner la parole à un des deux rapporteurs de la thèse, qui est le docteur Florence Seban. Avant tout, je voulais vous remercier Michel pour ce et Guy aussi pour cette invitation. Je vous donne une petite information, Michel, ça fait 97 que je suis rencontré la première fois, donc ça ne rajeunit pas. Et sur ce séminaire sur la peste à l'époque, qui avait été organisé ici, j'avais posé la question dans tout le monde, et finalement la peste, comment ça peut survivre? Parce que ça flingue les puces, ça flingue les rats. Après, il y a des gens qui vont nous faire des modèles mathématiques pour expliquer qu'il faut 30 d'animaux, 30 buts, 30 ceci et cela. Et la peste dans le sol a été occultée pendant toutes ces années malgré les travaux qu'on a réalisés. Donc c'est une information aussi qu'on avait donnée sur l'uréase. Pourquoi pestis pourrait devenir uréase positive? On avait écrit dans le papier, peut-être c'est la survie dans le sol. Ce qu'elle aime bien regarder, c'est que vous avez URC qui est surexprimé dans votre système. Alors maintenant, on devrait dire que c'est bon. Ça nous permet d'expliquer tout sur la peste. On va pas exagérer. Mais bon. Donc, je vais vous poser en fait quelques questions assez en fait, rapidement, de manière chronologique, plus ou moins chronologique. Si on revient bien un peu dans votre revue, donc en effet, quand vous parliez de 3 périodes, il y en avait finalement fait que 2. Si je comprends bien, on a un décalage du type de rongeur. Il y a un décalage vis-à-vis des rongeurs. Alors c'est simplement la capacité de coloniser le rongeur dans différents endroits. Ça, est-ce que c'est lié à la nourriture ou pourquoi on a tel ou tel rongeur dans telle ou telle région? Je ne sais pas, c'est une question. C'est en fonction du territoire, en fonction du rongeur. Par exemple, les Rattus ratus, on ne les retrouvait pas dans les mêmes territoires où on retrouvait les rongeurs. Donc qui étaient plus internes. Et par exemple, à Ministra, ici là, c'était plus des myriums, des gerbilles qu'on retrouvait. Et on ne retrouvait pas le Rattus ratus. Ensuite, vis-à-vis des rongeurs, vous parlez de Rattus ratus et Rattus mordicus. C'est une grande théorie qui est pour moi une légende urbaine. C'est de nous dire que Rattus mordicus est résistant à la peste, notamment à Rattus ratus. C'est ça. Est-ce que vous avez vraiment observé cela sur le terrain? Parce que finalement, quand on regarde nos rats de laboratoire, c'est des monagiculus. Certes, ce sont des rats de laboratoire, mais ils sont tout de même extrêmement sensibles à la peste. Donc, avez-vous vu des différences sur le terrain entre les deux espèces de rats, potentiellement, ou entendu des différences? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu difficile d'être très précis sur ce point-là. En fait, c'est qu'on posait des pièges le soir et on récupérait le piège le lendemain. Donc, on ne voyait pas vraiment, on n'a pas trop eu l'occasion de voir l'état de santé de l'animal. Donc, une fois qu'il est capturé, il faut savoir que les rongeurs meurent. Donc, il était difficile de conclure quant à sa mort, elle est due à la maladie ou elle est due au fait qu'il a été capturé tout de suite. Il y a quelque chose en fait, qui est assez amusant quand on rapporte le nombre de cas au Maghreb. On a surtout principalement des cas qui apparaissent au Maroc. Finalement, on a l'impression que le reste n'est pas très touché. Et puis surtout, on a une disparition pendant 50 ans. La question que je me pose, c'est finalement, il n'y a pas vraiment une disparition du tout. C'est simplement que les gens n'ont jamais déclaré le cas, c'est ça? C'est ça. Et le Maroc, donc, il ne déclare plus rien, mais il y en a vraiment plus. Après, c'est peut-être... Je ne vais pas créer l'incident diplomatique, hein, mais bon, ça me paraît bizarre, parce que j'ai le souvenir qu'il y a quand même de la peste sylvatique au Maroc, mais il n'y a jamais de peste. Je sais bien qu'il y a beaucoup de tourisme. On a peur de la quarantaine, de la mise en quarantaine déjà. Et deuxièmement, ce n'est pas systématiquement diagnostiqué. Donc, si on ne diagnostique pas à temps et que le patient il meurt, qu'on n'a pas les moyens de diagnostiquer la peste, à ce moment-là, on ne pourra pas déclarer. Alors, en parlant, on fait des diagnostics, des formes cliniques de la peste. Vous décrivez 3 formes en fait. La forme bubonique, pneumonique et septicémique. Et encore une fois. La forme septicémique. Par la forme septicémique, parce que c'est une forme qui touche la circulation sanguine. Oui, ça oui, mais encore. Parce qu'on a l'impression que vous distinguez vraiment la forme bubonique de la forme septicémique, ou 2 formes. En fait, non, c'est pas 2 formes, c'est pas différent. Non, c'est l'une qui fait suite à l'autre. Okay. Alors, si jamais la forme bubonique n'est pas traitée à temps, à ce moment-là, on a l'apparition de la forme septicémique. La forme septicémique, elle existe sous 2 formes.
Il existe la forme céticinémique secondaire, qui fait suite en effet à la colonisation du ganglion. Et au passage, il ne faut pas attendre d'avoir un bubon pour commencer à avoir activé dans le sang. En fait. Ça, c'est aussi fait partie on le présente comme ça, etc. Et elle peut faire suite aussi à la forme pulmonaire. Je vous ai aussi une autre forme qui est la forme céticinémique primaire, qui est tout de même bien décrite dans la littérature. Je voudrais d'ailleurs vous parler de 7% de forme céticinémique. 7% de forme céticinémique, c'est très peu au regard du nombre de cas qui sont décrits. C'est pour ça que je vous posais la question, c'est 7% est en réalité des septicémies primaires. Parce que dans la littérature, on voit de plus de 30% de septicémie primaire, et le pays qui décrit la septicémie primaire, c'est un pays riche, c'est les États-Unis. Et justement, en parlant de septicémie primaire, vous nous parlez du facteur plat. Or, le facteur plat est un facteur qui est essentiel pour l'alcoolisation des tissus profonds à partir du terme. Pas du tout pour coloniser le sang. Et le fait, il a été démontré par une certaine personne, très bien je pense, que ce système-là n'est pas essentiel dans la transmission particulière de plus du 30% des animaux, sur 70 à 30 aussi, qui développent notre septicémie primaire. Donc vous nous décrivez ici des souches qui sont plats négatifs, enfin des bactéries plats négatifs. Mais ce n'est pas du pestis. Mais quels sont, et vous dites que c'est du rodention. Mais quels sont les vraies preuves pour dire que ce n'est vraiment pas du pestis, ce n'est pas des souches vraiment plats négatifs. C'est possible dans Alors, moi je ne vous cache pas que je me suis quand même posé cette question. Et donc à ce moment-là, tous les échantillons étaient soumis à la PCR séquençage GLPD. Donc j'ai continué sur tous les échantillons, les autres PCR. Ça n'a pas été un premier. Que les plats positifs, vous avez fait? Non, j'ai appliqué tous. Okay. Donc je me suis dit quand même qu'elle pouvait présenter un plat négatif et être vaccinatrice. Ok, alors la question en fait que finalement on a une réponse, c'est comment finalement cette bestiole pestis est arrivée, comment elle circule. On a évidemment fait remarquer une photocopie entre la localisation des souches et ce transport en fait du sel. Et aussi ce que je ne sais pas, parce que ça j'ai dû le rater, c'est est-ce qu'on connaît l'origine réellement en fait, de cette souche? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont été séquencées complètement ces souches, et où on les situe dans l'arbre que nos fameux amis les Chinois ont présenté, qui n'est pas non plus forcément le meilleur, mais au passage, la peste, il ne faut pas avoir la vision uniquement européenne, c'est-à-dire que la peste est toujours en Europe, parce que quand on regarde nos cartes, nous sommes au centre, les Chinois mettent aussi au centre. Enfin, il y a 9 pays qui sont pour le centre, mais ce n'est pas pour le centre. Et le truc, c'est quelle est en fait sa localisation sur l'arbre? Est-ce que vous avez une idée? Vous parlez de la souche sur la souche Algéria 3. Algéria 3. Alors oui, c'est intéressant de la comparer par rapport à notre souche. Ça, c'est justement un travail qu'on est en train de réaliser en ce moment. Je pensais que c'était terminé. Non, pas encore. Ongoing. Voilà. On est malien, je ne sais pas. On a fait le géno pour permettre effectivement de remettre le géno de cette souche. Alors, je vais poser en fait des questions à parler sur cette forme sympathique. Finalement, ce que je n'avais pas en fait saisi à la lecture de ma screen, et je vous avais posé la question, c'est quelle partie du sol vous avez pioché, donc c'est plutôt proche de l'habitat. Donc, est-ce que vous avez aussi observé des morts parmi en fait, ces animaux ou pas? Est-ce que c'était des zones qui contenaient plus de crottin que d'autres? Vous avez des indices? C'était une zone qui était vraiment très fréquentée par les micro-mammifères, par les mériolles, parce qu'on observait la présence. Est-ce que ça provient d'un cadavre qui est mort là, ou est-ce que ça provient d'une crotte d'un Non. Non. En fait, c'est un sol où il n'y avait pas d'escrime. La souche a été isolée dans un sol en absence d'escrime. Donc, ensuite, ce que vous nous dites, c'est que cette bactérie, vous ne pouvez pas être capable de la faire passer de 0 à 40 grammes par litre de sel. C'est ça. Alors là, si on imagine que ça vient d'un rongeur, ça passe de 0 à 40 grammes par litre de sel. Est-ce qu'il n'y aurait pas un chaînon manquant? Comment vous pourriez... Alors, je voudrais aussi apporter une petite précision, parce que j'ai beaucoup discuté avec Claude Lapez, qui est ici présent d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé sur la peste. Et donc, je lui avais expliqué que finalement, en l'adaptant à la concentration élevée de sel, eh ben, elle résistait. Cependant, si je la mettais direct, elle ne résistait pas. Mais moi, dans mes manips, je faisais une erreur, donc
il fallait refaire ce point-là, c'est que je passais par 3 milieux différents. Et Claude Napez, ici présent, m'a dit que si on variait les milieux sur la souche, à certains moments, elle était fermée. Donc il ne fallait pas faire ça. Il fallait conserver les 2 milieux, à la limite, et observer ces résultats à nouveau pour confirmer si, oui ou non, elle résistait à une concentration directe appliquée, très élevée, appliquée directement sur la souche. Finalement aussi, il y a quelque chose que... Parce que pour nous montrer que Yersinia pestis est capable de pousser avec des concentrations assez importantes. Là, par contre, je l'ai vu qu'il y avait toujours maintien des plasmides. C'est ça. Les 3 plasmides, suggérant qu'elle a quand même encore un pouvoir pathogène. Donc la pathogénèse n'a jamais encore été testée. Est-ce que vous pensez que ici vous avez finalement mélangé dans un milieu qui contient des nutriments avec du sel? Est-ce que vous savez si dans le milieu dans lequel vous avez chopé cette bactérie, il y a aussi ce qu'il faut pour faire croître Yersinia pestis ou pas? Parce que le problème de pestis, c'est que 5 acides aminés, ou surtout pour les acides aminés, et ça, de facto, ça l'empêche d'être compétitif dans la nature. Donc la question que je vous pose, est-ce que c'est une persistance ou est-ce que c'est une capacité à se maintenir? Je préfère entendre persistance ou capacité à se maintenir, sinon d'un point de vue réglementation, on va avoir des problèmes. Ça, c'est pour nous. Donc c'est vraiment, on considère ça vraiment comme une persistance. J'ai une question par contre aussi, encore. Quand vous avez purifié ces bactéries du sol, je n'ai pas bien saisi quelles sont les manipulations que vous avez faites pour vraiment extraire ces bactéries. Il y a dû avoir des contaminants. Ah oui, il y avait beaucoup de... Quelle stratégie avez-vous utilisée pour ça? La persévérance. Il fallait vraiment purifier souche par souche, colonie par colonie. Parfois j'obtenais un même résultat parce que je récupérais la même espèce bactérienne, mais c'est pas grave, c'est ce qui me permettait de purifier mon échantillon. Alors à ce moment-là, je me dis que peut-être je suis quand même passée par un autre sol qui était positif et que malheureusement, vu qu'elle n'avait pas pris de dessus par rapport aux autres contaminants, je n'aurais pas pu l'isoler. Voilà. Donc c'était vraiment des repiquages, purification. À chaque fois, vous avez beaucoup de contaminants. Pardon? À chaque fois, il y avait moins. C'est ça. C'est un mélange de bactéries. Donc finalement, vous avez observé, vous avez déjà eu la chance d'en avoir une. C'est énorme. Mais peut-être qu'il y en a beaucoup, simplement à cause de ces fameuses bactéries. Alors il faut savoir que j'ai essayé de faire en microscopie, en appliquant les antigènes, pour détecter sa forme à l'état naturel dans le sol, avant de la repiquer sur un milieu. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme antigène? C'était Claude Napez qui... C'était vraiment rapide. C'était polycnosome, il me semble, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'un vaisseau négatif que j'avais sélectionné, il y a eu quand même fixation moindre par rapport au sol où on l'avait isolé. Mais cette fixation moindre ne nous permettait pas de dire que l'anticorps n'avait pas fonctionné, ou bien si le sol était effectivement positif à la peste. Je reviens encore sur cette bactérie, je crois que vous avez donné du trop, parce que je vous montrais, et ça m'a surpris, mais quelque part vous donnez votre réponse, c'est que quand vous faites pousser vos bactéries dans ce milieu salin, et qu'ensuite vous l'isolez sur une virus, donc on constate que, c'est ce que vous dites, que la bactérie n'a pas la même tête sur une virus qui a l'air d'être une virus, pour moi c'est une virus de sang. Mais est-ce que combien de fois vous avez reproduit cette observation, et si finalement si vous la repliquez plusieurs fois sur la virus, elle revient tout à fait normale? Elle reprend la taille. Donc c'est pas... Elle reprend la taille, mais l'aspect il est différent. D'accord, mais vous avez vraiment sélectionné en fait un arbre. Mais concernant en fait, les variants, je ne sais pas si vous avez été titillé là-dessus, mais vous avez isolé Algéria 3, et vous avez fait bonne étude avec Algéria 1. Et est-ce que ça a été... est-ce que vous voyez un inconvénient ou pas un inconvénient? Et pourquoi finalement ne pas avoir un problème ici de transfert? Alors, je sais pas si... ce qui est intéressant sur ce plan, c'est que Algéria 3 était déjà isolée dans un sol salé. Donc on sait déjà qu'elle résiste à quand même une certaine concentration élevée de la NaCl. Cependant, nous on a pris une souche du laboratoire qui n'a pas été contactée avec un sol, qui n'a pas été soumise à un stress salin, et donc on l'y a appliqué, on a vu qu'elle résistait. Donc c'était intéressant de voir que ça pouvait arriver à une autre souche, autre que celle isolée dans un sol salin. Ça aurait été bien de prendre aussi
Pardon? Sur les tablières de 30-23 actuellement. Oui. Bon, moi, je vais vous poser une petite dernière question, c'est un peu plus large, finalement, ce sera la dernière. C'est comment voyez-vous la persistance, la propagation de cette maladie au sein de tous ces différents hôtes, dans le temps également. Et ceci, bien évidemment, prenant en compte les travaux de la Alors, moi... Quel modèle, en gros? Quel est votre modèle? Mais ce qui m'a beaucoup, en fait, en faisant du terrain, c'est une énorme chance. On a la possibilité d'observer l'environnement de la bactérie, l'environnement de ses hôtes et des ectoparasites, et donc de pouvoir analyser toutes ces données en même temps. Donc, en faisant le terrain, je remarquais la présence de ces végétaux halophiles, et donc je me disais, franchement, c'est pas pour rien qu'elles sont là. Donc, j'ai cherché ces végétaux halophiles, quel était leur rôle dans ces régions. J'ai remarqué que leurs racines étaient très prisées par les micro-mammifères de ces zones, et que leurs feuilles étaient prisées par les dromadaires. Donc je me suis dit, contamination par voie digestive, peut-être infection des végétaux halophiles par la peste qui sera récupérée à partir du sol par les plantes. Et est-ce que la plante s'infecte? Est-ce qu'elle transmet aux animaux? Est-ce qu'elle transmet aux micro-mammifères? Est-ce qu'elle passe par les feuilles et transmet ainsi aux camélidae? Le camélidé à son tour dans la population humaine sera consommé, et donc à ce moment-là, on repart sur tout un cycle. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je voyais les choses, d'autant plus que j'ai appris que les camélidés, à ma grande surprise, consommaient de l'eau salée. Donc la présence de Yersinia et la persistance de l'eau salée, un camélidé, s'il arrive à l'attraper par voie digestive, moi je dirais que ça intégrerait bien le cycle. Elles sont, j'avais posé la question à l'époque, c'était mon arbre du pomme, c'était les bercoliers. C'est mes bercoliers. J'avais répondu à ça, c'est que je me souviens que les animaux aussi, parfois, quand ils mangent, ils font un effet par rapport à la persistance, ils parlent uniquement les canals. Et quand on parle de la peste digestive, comme nous avons fait au laboratoire et comme le docteur avec la médicale de feuille, c'est par gavage intragastrique. Or, par gavage intragastrique, il y a une grosse partie qu'on oublie qui s'appelle la partie buccale. Et la partie buccale, elle peut être quand même parfois saignante. Et dans celle-ci, on peut avoir une entrée directe dans le sang. Et donc ma question, c'est finalement parmi ces plantes halophiles, à quel point sont-elles essentiellement utilisées? Ça arrive politiquement, des choses fait. Est-ce que les chameaux ici ils sont parfois très souvent blessés au niveau des bouches? Peut-être si c'est dans le cas des qui sont chevauchés, Alors, sincèrement, j'ai pas vu l'état de la bouche des chameaux, des dromadaires, et donc ça aurait été vraiment intéressant de l'explorer. Et on est une bactérie suffit. Une bactérie suffira. À ce moment-là, si. Ça passe dans le sens. Mais je sais que les conopodiacées ont des feuilles épineuses. Pour les feuilles épineuses, donc en fait ça colle avec. Certaines conopodiacées pourraient se blesser et transmettre, donc ça collerait dans votre modèle de dire nous avons des bactéries qui sont en contact avec ces milieux sains et ces plantes. Et lorsque les animaux les mangent, on est fait pour essayer de contaminer. La contamination n'est pas une contamination en fait intragastrique, via le tube digestif en elle-même, parce que la DL50 est même 10 puissance 7 bactéries, c'est pas négligeable. C'est 1000 fois plus important. C'est 10 fois moins important que le tuberculose, mais c'est quand même énorme. Ça collerait plus avec l'idée qu'on a une blessure buccale et une transmission dans celle-ci. Et après, vous avez, je ne sais pas, ensuite dans votre Sylvaticus, là, quels sont les puces, les ectoparasites qui sont associés à cette question? Ah, malheureusement, on n'a pas les xénoxéla. Ah, Kéopis aussi. Ouais. Ah, oui, donc, et vous n'en avez trouvé qu'une seule, c'est ça? Une seule positive. Positive, et elle était super bien. Elle était pardon? Elle était en forme. Elle n'était pas. Donc c'est résistant. Ces seuls sont résistants. D'accord. Ok, bah, écoutez, les gens ne se rendent pas compte en effet que la peste existe toujours. Donc chez les scientifiques, même chez les microbiologistes, c'est assez extraordinaire. Et ce que vous avez fait, c'est quand même un travail de terrain, c'est extrêmement important. Certains vous diront que ce n'est pas une science très recherchée parce qu'il n'y a pas du moléculaire et du blablabla. Mais franchement, pour moi, toutes types de recherches sont importantes parce que ça donne ouverture à des études moléculaires derrière et c'est nécessaire et indispensable. Donc je vous félicite d'avoir été sur ce terrain, d'avoir été vous amuser, vous balader un peu ici. Non, c'est pour présenter, et votre présentation qui était en effet était bien. Donc,
Merci. Je suis obligé de me donner la parole maintenant puisque je suis votre deuxième rapporteur. Je vous remercie de m'avoir invité dans ce jury. J'étais très intéressé par vos travaux. D'autant plus que notre modèle à nous, c'est Français Latularensis, Jean Latularémy, et qu'il y a quand même beaucoup de similitudes quand on parle de clinique, d'épidémiologie. Il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent et ça m'a beaucoup intéressé. Alors d'abord, vous rappelez un petit peu l'historique et le rôle des Yersiens dans l'isolement des bactéries. Et si je me souviens bien, il y avait plusieurs équipes en concurrence pour isoler cette bactérie à l'époque. Et je pense que Yersiens a été aidé par le fait qu'il a cultivé ces bactéries à température plus basse. Il n'avait pas les moyens, c'est ça, il n'avait pas les moyens, contrairement... Ce qui l'a aidé en vérité. Voilà, exactement. Et du coup, véritablement au quotidien, en primo-isolement, c'est mieux d'isoler la bactérie à des températures plus basses. C'est ce que vous faites en pratique. Peut-être une leçon qu'on a attirée pour Français là, parce qu'on a énormément de mal à isoler ces bactéries. Sur le plan général aussi. Est-ce que tu penses que tu utiliserais une température? Mais nous, on cultive à 37 degrés et à partir d'échantillons humains, on a énormément de mal à la cultiver. Il y a beaucoup de points communs. Même le sol. Et franchement, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Clairement. Pour info, en fait, Pestis et Francicella très souvent se regroupent dans le même règlement. De façon très générale, vous dites que Yersinia pseudotuberculosis, si j'ai bien compris, a donné à la fois Yersinia enteropolitica et Yersinia pestis. Yersinia enteropolitica a donné Yersinia pseudotuberculosis. Alors, c'est pas ce que vous avez écrit dans le mémoire, vous avez peut-être corrigé après, j'ai pas bien vérifié. On en a l'émergence de Yersinia enteropolitica, de Yersinia pseudotuberculosis à partir de Yersinia enteropolitica, il y a des millions d'années. Il me semble que vous avez du contraire, mais c'est pas grave. Donc c'est Yersinia enteropolitica qui a donné pseudotuberculosis, qui a donné lui-même Yersinia pestis. C'est quand même assez étonnant ce passage d'une bactérie qui n'est pas très pathogène, une bactérie qui est pas un pathogène majeur. Et du coup, l'explication en particulier, c'est ce que vous dites, c'est le prophage, c'est les plasmides, c'est lié à ça. C'est ça. On a une en idée fait l'acquisition de matériel génomique qui confère cette résistance et qui confère certaines capacités, notamment à coloniser le tube digestif de la puce, notamment à résister dans la puce. Le fait que ce cébanicide présent parle de uréase négative, et donc c'est une certaine, un changement d'adaptation par rapport à l'hôte auquel elle est confrontée. Après, concernant la transmission, donc vous parlez des arthropodes vecteurs, on connaît bien que c'est l'Ophilochilactéopis. Par contre, j'ai été étonné de voir qu'il y avait plus de 80 espèces de puces qui pouvaient transmettre la bactérie. Quand vous dites c'est sur le plan expérimental ou réellement dans la nature? En fait, c'est 80 espèces qui sont où on a détecté l'agent pestis. En situation naturelle. Voilà, on n'a pas mis en évidence la transmission. D'accord. Alors après, moi il y a une chose qui m'intrigue, c'est les grandes pandémies humaines et la transmission respiratoire. C'est quelque chose que j'ai du mal à appréhender. J'imagine mal comment les gens ont pu s'infecter à un niveau aussi élevé, avec un taux de mortalité aussi élevé, simplement par transmission aérienne. Est-ce que ça c'est vraiment démontré? En particulier si on regarde les zoonoses qui se rapprochent un petit peu de la peste, la plupart des bactéries ne sont pas transmissibles d'homme à homme. Alors est-ce que c'est vraiment une exception? Est-ce que ça a été vraiment démontré de façon très claire? En principe, ça a été démontré. Moi, je me saurais m'aventurer à vous dire ça tant que je ne vois pas mes propres yeux. C'est pour ça que je tenais à faire du terrain pour vraiment apporter les réponses exactes. Parce qu'après, je pense que ça a déjà été évoqué, c'est pour ça que je le rappelle. On a parlé du rôle en particulier du cou du corps. C'est sûr qu'on imagine aussi peut-être plus facilement une transmission par ce biais-là, une transmission respiratoire qui elle seule peut-être n'explique pas la totalité des transmissions qu'on voyait à cette époque. En fait, le coût du corps, il renforçait cette expansion de la maladie à une aussi grande échelle parce que c'était impossible d'avoir un tel résultat par le biais d'ectoparasites des rongeurs. Il faut savoir que les ectoparasites des rongeurs s'alimentent sur leurs rongeurs, sur leur hôte. Donc si vraiment ils s'alimentent sur l'humain, c'est vraiment par dégoût. Vraiment, ils avaient besoin de s'alimenter. Donc j'ai du mal à voir de telles pandémies en parler suite à une telle transmission.
Vous parlez du contact animal direct, c'est-à-dire c'est quoi? C'est des morsures, c'est des... Oui, essentiellement des C'est assez rare quand même. Alors, je sais pas comment ça se passe entre les micro-mammifères, mais j'imagine qu'il doit y avoir... Justement, on n'a pas beaucoup de contact a priori. Voilà. Où est-ce que... Quand vous rappelez de la peste bubonique, la peste épicémique, la peste pneumonique, on en a parlé tout à l'heure, ça m'évoque vraiment les présentations cliniques de la tularemie, où on a aussi des septicémies primitives, on a aussi des formes pneumoniques primitives avec septicémie secondaire, et puis on a des formes, on ne les appelle pas buboniques, mais des formes ganglionnaires qui peuvent se transformer en forme septicémique et avec éventuellement localisation secondaire au poumon. Donc, je ne sais pas si vous avez lu cette littérature, mais est-ce que c'est vraiment superposable? Est-ce qu'il y a quand même des différences Sincèrement, non, j'ai précisé là, tu l'as insisté. C'est à l'autopsie que la différence. Un bubon, en fait, la définition d'un bubon, c'est un ganglion hypertrophié. C'est quand on ouvre le cadavre, c'est un ganglion hypertrophié et des bactéries nécrotiques hémorragiques. Je ne sais pas si c'est ça qu'il considère, mais à première vue avec les stis, quand on lit les vieux grimoires, ils disent que ça, c'est pas pneumonique. Ouais. C'est vraiment. Et c'est ça la définition d'un bubon. Mais en même temps, on a des, je pense dans la tularemie, on a des ganglions qui peuvent être suppurés nécrotiques, qui peuvent, sans vraiment ressembler à, sans être vraiment aussi caractéristiques comme bubon, peuvent se rapprocher un petit peu de ces aspects-là. Bon, on est dans vos généralités, on est surpris là aussi de voir que c'est une des maladies qui a été traitée efficacement d'abord par la streptomycine. À chaque fois, on se pose la question, c'est un intracellulaire, la streptomycine, c'est pas considéré comme très efficace. N'empêche que c'est le premier traitement qui a sauvé vraiment véritablement des patients. À un moment donné, vous parlez du traitement de la femme enceinte. Est-ce qu'il y a des recommandations claires actuellement? Qu'est-ce qu'on préconise chez la femme enceinte? Parce que là, vous avez parlé de la toxicité, des pyroquinolones, même la streptomycine, c'est hyper toxique. Est-ce qu'on peut faire mieux? On a le même problème pour la tularemie, on n'a pas trouvé de solution. Moi, dans toute la littérature que j'ai consultée, suite à votre remarque d'ailleurs, j'avais remarqué qu'il disait on utilise ça et limite, voilà, on sacrifie, entre guillemets, sacrifier l'enfant et sauver. La différence, c'est que la gravité de la peste justifie un traitement agressif, toxique, qui n'est pas le cas pour la tularemie. Et par contre, vous avez vraiment des souches résistantes au tétracycline, au pyroquinolone qui ont émergé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, en tout cas, c'est pas démontré pour la tularemie. Ça, on en est où? Alors, en ce qui concerne ce travail, en fait, comme ça a été fait sur les jeunes spos, comme la bactérie interagit avec les folate, donc à ce moment-là, on ne pouvait pas trop s'aventurer dans l'explication. C'était trop précoce. Donc, il faudrait vraiment refaire cette manipulation sur un autre niveau, en choisissant un autre niveau, et observer cette résistance éventuelle. Mais vous-même, vous avez réussi à isoler des souches résistantes? C'est la souche à laquelle j'ai soumis ce stress sale. Les mécanismes de résistance sont comparables aux autres bactéries, des choses très spécifiques. Les mécanismes de résistance sont comparables à ceux des autres bactéries, ou est-ce qu'il y a des choses décrites pour la peste qui sont plus spécifiques? Ce que j'ai vu moi, mais je ne connais pas toute la littérature, ça ressemble à ce que décrit pour les autres bactéries. Pour la peste, c'est l'acquisition de plasmide, l'acquisition de gènes de résistance, et donc par exemple des souches qui ont été isolées à Madagascar, qui acquéraient des plasmides d'autres bactéries, d'autres espèces bactériennes, et donc à ce moment-là, développer cette résistance. Merci. J'avais un peu la même question que Florence Eben sur les aspects cycliques des pandémies et même des épidémies que vous décrivez. Alors c'est vrai qu'il y a des périodes où probablement on n'a pas déclaré la maladie et ça ne correspond pas à la réalité. N'empêche que quand même ces épidémies ne passent pas inaperçues, car on les décrit, et c'est très joli ce que vous avez montré tout à l'heure avec vos images qui s'enchaînaient. On voit bien qu'il y a des épidémies qui émergent et puis qui disparaissent, puis à un moment donné ça revient. Est-ce qu'on a une explication de ce phénomène? Justement, en fait, moi je dirais que ça serait encore plus complexe que d'étudier les animaux sentinelles. Ça serait aussi d'étudier les facteurs climatiques. Donc ça va encore mener dans une étude encore plus complexe que celle qu'on a fait. Et
chose que j'ai essayé de faire quand même pour ma revue, j'ai essayé d'intégrer les facteurs climatiques. C'était vraiment très compliqué de récupérer les données. Déjà récupérer les données pour faire la revue, on a dû consulter la littérature grise, on a dû avoir des témoignages, donc on a essayé de reconstruire afin d'avoir un schéma et de partir de ce schéma. Mais quant aux facteurs climatiques, c'était vraiment pas très précis. Cependant, ils jouent un rôle très important. Ils sont pas négligeables. Pour la tularemie, on a un marqueur qui est plus simple, c'est les lièvres, qui sont des tumeurs qui sont ramassés par les chasseurs et qui sont étudiés. Et on sait qu'il y a un lien avec les épisodes aussi chez l'animal, mais le lien n'est pas direct, n'est pas toujours facile à interpréter. Par contre, ce qui se passe chez les petits rongeurs, c'est souvent assez difficile, à part les enquêtes du type de ce que vous avez réalisé. En général, c'est quelque chose qui se passe. Donc après, vous parlez de la peste plus particulièrement au Maghreb. Alors, je ne connaissais pas bien Marcel Balthazar, et je suis allé en Iran l'an dernier. J'ai eu la chance d'aller dans l'ancien Institut Pasteur et j'ai vu un petit musée dédié à sa mémoire. Et j'ai vu tous les travaux qu'il avait fait de ce côté-là dans l'Est de l'Iran sur la peste et sur la tularemie à l'époque. Ça m'a beaucoup intéressé, je ne savais pas par contre qu'il avait fait tout ça aussi. Il avait fait au Maroc, il avait fait au Kyrgyzstan. D'ailleurs, c'est grâce à ces travaux que j'ai eu cette intuition en ce qui concerne la colonisation des foyers de peste avec les ânes salées. Donc j'ai lu ses écrits et il décrivait la peste en Iran. Donc il la décrivait au nord, essentiellement au nord, un foyer important. Donc j'ai dit qu'est-ce qui se passe au nord. Donc, quand j'ai comparé ce qui se passait au nord de l'Iran avec ce qui se passait au Maghreb, j'ai dit donc c'est ça. J'ai vu qu'il y avait un lac qui présentait une personnalité, c'est un lac d'Ormier, qui s'appelle lac d'Ormier. Et en fait il est juste en dessous de la mer Caspienne. Au départ je pensais que c'était la mer Caspienne. Mais j'ai trouvé que le lac il présentait une plus importante salinité. Et donc j'ai dit ah non c'est pas possible, donc il doit y avoir une corrélation. Donc à partir de là, en étudiant les autres écrits sur les différents territoires décrits comme foyer, en localisant ces zones d'eau salée et d'eau douce, c'est comme ça qu'on a trouvé la corrélation. C'est essentiellement grâce à ces travaux. En tout cas, moi aussi j'étais impressionné par les descriptions qu'avaient fait Mollare et Balthazar sur ces maladies. Il est quand même sur le plan épidémiologique, ils sont allés assez loin, ils ont écrit des choses qui étaient vraiment très intéressantes. En fait, c'est ce qu'on est en train de faire, excusez-moi, mais c'est la redécouverte que s'ils avaient découvert. Donc, oui, mais depuis ça a évolué. Donc voilà, ça a évolué, on a les moyens, on a plus d'outils, mais... vous montrez qu'il y a des variations d'incidence entre les pays du Maghreb et dans le temps. Bon, ça rejoint un peu la question qu'on a posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, bon, on peut imaginer que c'est des différences de déclaration, mais est-ce qu'il y a vraiment des différences géographiques, climatiques entre les pays du Maghreb qui pourraient expliquer ces variations d'incidence dans le temps et entre pays? Alors, en plus des variations climatiques, comme on l'a dit, il y a peut-être aussi le territoire, la géologie du sol, les micro-mammifères dans quel habitat ils sont. Donc, il faudrait vraiment voir ces zones-là pour pouvoir apporter une conclusion définitive. Un aspect qui m'a intéressé aussi, vous décrivez la résistance de certains rongeurs vis-à-vis de Yersinia pestis. Et ça, c'est important parce que du coup, si certains rongeurs résistent mieux à la bactérie, clairement, ils ont plus de chances d'être un réservoir et d'expliquer la persistance de la maladie. Et vous citez en particulier Myrione Chalilly, et ça m'a amusé parce que la Fasciculariasis aussi est probablement résistante. Enfin, disons que certains rongeurs du géant Myrionnès sont aussi résistants à la tularemie. Du coup, ça, est-ce que c'est véritablement établi sur le terrain? Est-ce que c'est expérimental? Comment on peut dire des choses comme ça? Ça a été testé expérimentalement. Expérimentalement. Et notamment par Balthazar. Il a fait beaucoup d'études aussi bien sur les rongeurs, une différente population de rongeurs, et sur les ectoparasites. Donc il a vraiment rapporté beaucoup de données. Et est-ce que sur le terrain, on peut décrire par exemple des épisodes aussi qui vont décimer des populations de rongeurs et puis on voit émerger une population de Myrionnès qui est plus résistante, qui va
prendre le pas sur le reste de la population de rongeurs? Est-ce qu'il y a des observations de ce type? J'ai vu des observations que voilà, il y avait des rongeurs morts, il y avait des cadavres partout, donc c'est à ce moment-là qu'ils remarquaient qu'il y avait la même légende de la peste. Mais il n'y avait pas de description à tel rongeur en avait des cadavres. Peut-être qu'il n'apparaissait pas sous la présence humaine, donc peut-être qu'il n'apparaissait pas. Mais il n'y a pas eu de description. Et dans le même ordre d'idée, quand vous dites Apodemus sylvaticus, c'est la première fois qu'on met en évidence la bactérie chez cette espèce. C'est intéressant en soi, mais qu'est-ce que ça implique en termes de cycle pour la bactérie? Apodemus sylvaticus, c'est assez commun. Pardon, c'est une espèce assez commune. Oui. On en trouve un peu partout. C'est un museau sylvestre. Donc, du coup, est-ce que ça veut dire que finalement le réservoir est beaucoup plus large? Est-ce que ça a un impact sur le réservoir de la bactérie, de dire, bah, tiens, on a découvert qu'une espèce qui est très commune pouvait être porteuse de la bactérie? Alors, on ne pourra pas conclure parce que, comme on l'a vu, sa répartition qui était essentiellement en Europe, et comme la peste n'existe pas en Europe actuellement, donc il faut avoir des données au moment où il y avait la peste en Europe et avoir un rapport décrivant avec le sylvaticus comme étant pestiféré. Sinon, on ne peut pas s'aventurer dans cette... La peste alimentaire, c'est très intéressant. Une autre source de contamination, on se doute que la population ne doit pas souvent manger des rongeurs. Non. Par contre, des chameaux, des dromadaires, c'est ça? C'est ça, les dromadaires. D'accord. Et est-ce que ça veut dire qu'ils mangent des animaux malades ou est-ce que c'est... Alors, ce qu'on décrit dans la revue, c'est essentiellement une population nomade qui, face à ces labellisés malades, se voyait dans l'obligation de les sacrifier, de le consommer. Donc c'est excessivement cher, un dromadaire, donc ils n'allaient pas se permettre de le laisser mourir d'un enterre. Il fallait consommer cette viande pour nourrir sa famille, et en faisant cela, il s'est contaminé lui-même et a contaminé sa famille et ses enfants. Alors sur votre enquête chez les animaux, il y a une chose qui m'intéresse, qui m'interpelle. Quand vous capturez des rongeurs, vous utilisez ce système de cage, c'est ça? C'est ça. Donc vous capturez des rongeurs qui sont plutôt en bonne santé, on va dire, hein, c'est ça. Et ensuite, vous prélevez la rate et vous recherchez la bactérie dans la rate. J'ai été étonné d'ailleurs que vous trouviez chez presque 20% des animaux. Alors comment on peut l'interpréter? Parce que inversement, par exemple en Iran, j'ai quelques collègues qui font ce genre de choses, ils trouvent zéro. Ça ne trouve pas du tout. Ils n'en trouvent pas du tout. Ils ne trouvent pas dans les rates d'animaux sains, ils n'arrivent jamais à isoler la bactérie. Alors ce que je me dis, c'est que est-ce que c'est logique de détecter, même pas d'isoler, de détecter la bactérie par PCR dans une rate d'un animal sain? Est-ce que c'est la meilleure méthode pour aller rechercher cette bactérie si on fait une enquête épidémiologique? Là vous avez de la chance, vous en avez beaucoup positif, mais on aurait pu imaginer qu'il y en ait zéro parce qu'ils ne sont pas malades. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon d'aller rechercher un portage? Alors je vous dis une idée farfelue, c'est pourquoi on n'irait pas chercher ça dans les selles de ces petits rongeurs, parce qu'ils éviteraient peut-être de les tuer, et peut-être améliorer la rentabilité de ces recherches. Je ne sais pas, je me pose des questions par rapport à ce type d'enquête. Alors au niveau des selles, comme on l'avait dit, expérimentalement, Butler il avait essayé une voie de contamination intragastrique dans les années 90. Et il a testé les selles et il trouvait que la bactérie n'était pas. C'est très intéressant d'explorer cette piste, mais plus intéressant d'explorer les enfants. Du coup, comment on peut expliquer qu'un animal qui va bien, en fait, puisqu'il vient se capturer tout seul dans une cage, comment ça se fait qu'on arrive à trouver de la PCR dans la rate? Est-ce que ça veut dire qu'en fait il fait des bactériémies régulières? Comment on peut l'interpréter? Sincèrement, je ne saurais pas. C'est quand même curieux. Exactement. J'en ai presque fini, juste concernant l'allotolérance, comment vous interprétez le résultat? Alors c'est très intéressant bien entendu. Est-ce que c'est vraiment une adaptation de la bactérie à ce milieu? Alors, je crois que c'est ce que vous avez montré in vitro, c'est peut-être ça dans la nature. Est-ce que c'est une adaptation de la bactérie dans ce milieu hyper salé? Ou est-ce que le fait qu'il y ait une zone aquatique, ça attire les rongeurs et finalement les rongeurs vont peut-être uriner dans ce milieu aquatique et contaminer ces réservoirs? Comment on peut interpréter ça? Est-ce que c'est vraiment une adaptation, une allotolérance de la bactérie?
Mais est-ce que ça ne reflète pas aussi tout simplement une répartition du réservoir animal autour de ces points d'eau? Alors, quand on dit point d'eau, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on y est, il n'y a pas d'eau. Est-ce que c'est comme ça? J'ai vu vos photos, j'ai été un peu surpris. Est-ce que c'est comme ça toute l'année? Non. En période hivernale, on voit quand même une certaine montée de l'eau. Mais en période de sécheresse, c'est vraiment sec. D'ailleurs, je testais le sol avec mes pieds pour arriver à du sol humide. À certains moments. Et du coup, les rongeurs arrivent à trouver sans doute des zones humides. Donc, en creusant leur terrier, leur galerie, ils arrivaient à avoir cette zone humide et à avoir un peu de fraîcheur aussi. Parce qu'il y a la chaleur au niveau de la surface. Et donc, les galeries permettaient d'avoir une vivante minute de Je ne sais plus s'il y a eu pour la peste des études sur les protozoaires, sur les amibes, sur qui pourraient éventuellement. Non, pas encore. Des idées, oui. Non publiées. D'accord. Je vais m'arrêter là. Je vous félicite pour votre travail et votre présentation, encore une fois, qui est de grande qualité. Et je vais donner la parole maintenant au professeur Edir Mittal. Merci beaucoup, le directeur de thèse. Donc, je tiens d'abord à vous remercier, le professeur Max Morand et le docteur Sébastien pour avoir bien voulu accepter, bien sûr, examiner ce travail. Un travail bien sûr original, donc je tiens à l'occasion de féliciter Nadia pour son sérieux, surtout le terrain. Donc là vraiment j'étais avec elle sur le terrain et j'ai remarqué effectivement que c'est une personne qui est un peu spéciale par rapport aux autres. Elle n'a pas peur au rat. C'est très rare de trouver une fille qui n'a pas peur au rat. D'ailleurs, c'est exceptionnel. Elle courait derrière les rats. C'est les rats qui avaient peur de c'est ce que tu dis, quoi. C'est vraiment exceptionnel, vraiment exceptionnel. Vraiment, je félicite pour ça. Et, mais elle fait aussi un travail qui, même si sur le terrain, on n'a pas les conditions de travail sceptiques, donc vraiment elle fait tout son possible pour avoir les conditions nécessaires pour éviter les contaminations lors des dissections, la collecte des puces, la collecte des terrasses de rongeurs, etc. Donc là, vraiment, c'est un travail minutieux qui est très très difficile à faire sur tout le terrain. En plus, c'est l'été, donc le sud, plus été, la chaleur est pratiquement une chaleur bien insupportable, mais quand même, elle a supporté et elle a résisté. C'est une résistance. Voilà, donc je vais passer directement par rapport à la peste. Pourquoi il y a la peste, pourquoi il y a la résurgence de la peste en 2003. Effectivement, là je suis tout à fait d'accord avec Laurent. La peste existait depuis longtemps et existera toujours. Par un phénomène qui est connu, c'est l'entretien de la peste en Yersinia pestis entre les rongeurs sauvages, qui n'a pas l'introduction de l'homme. C'est-à-dire que ça reste dans des zones sauvages, il n'y a pas l'homme qui rôde autour. Donc là, c'est un entretien qui se fait entre les rongeurs, donc il n'y a aucun problème. Ça se fait depuis longtemps, ça va continuer à se faire. Et seulement, effectivement, il y a des conditions qui vont provoquer cet équilibre sauvage. C'est les conditions climatiques. Effectivement, si vous vous rappelez, en 2002, il y a eu des chaleurs caniculaires. Donc il y a même des cas de décès climatiques. Etc. Et puis ce qui va se passer dans la zone sauvage, c'est qu'il y a une sécheresse, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas beaucoup de végétation. Donc ce qu'ils vont faire, les rongeurs sauvages sont obligés de se déplacer vers la zone péridomestique. La zone péridomestique, généralement, c'est les petits villages. Donc les petits villages où il y a la présence des rongeurs, donc les rapus norvégicus aussi, et quelques bien sûr les chaouis, les Psamomys obesus. Donc là, on a des rongeurs sauvages, on a des rongeurs domestiques, et on a des rongeurs sauvages qui viennent de la zone sauvage. Vous voyez, donc là, ce qu'il va y avoir, il va y avoir un complexe. Ce complexe, effectivement, c'est là où ça va créer ces futures épidémies. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Oran? Ça, on l'a prouvé scientifiquement, c'est que la population, la Kreilia, c'est à peu près 30 km. Et là, ça confirme l'hypothèse de la salinité de l'eau. Effectivement, l'eau de mer, donc à Oran, c'est une zone côtière, donc on a l'eau de mer. Et c'est à 30 km du site de la mer où il y a le village Kreilia, où il y a une épidémie.
le nombre élevé de cas de peste. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une zone qui est agro-pastorale. Donc, ils font donc il y a on a le blé, etc. Donc, ce qui se passe, c'était la période où il y a eu la récolte des blés. Donc, lorsque les agriculteurs ont récolté le blé, etc., donc là, ils ont remarqué qu'il y a une invasion de rongeurs, effectivement. Donc, il y a eu un déplacement des rongeurs sauvages vers la zone péridomystique. Donc, bien sûr, ils ont envahi les zones céréalières. Et c'est là où, effectivement, lorsqu'ils ont vu l'augmentation de la population, ils ont commencé à faire une dératisation. Et bien sûr, le seul produit qui était disponible à l'époque qui était moins coûteux, c'était la strychnine. La strychnine, c'est très dangereux parce que c'est un anticoagulant à effet très rapide, immédiat. C'est ce qui s'est passé, ils ont utilisé la strychnine. Le lendemain, lorsqu'ils sont revenus au niveau de la zone céréalière, ils ont trouvé effectivement qu'il y avait des rois. Ils étaient très contents, mais il y a des conséquences à subir. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que les puces se détachaient des rongeurs et ils se sont agrippés vers les agriculteurs. Donc, en fin de journée, bien sûr, les puces peuvent résister suffisamment à l'intérieur des chaussures ou bien à l'intérieur au niveau des pantalons, etc. Et lorsqu'ils sont rentrés chez eux, bien sûr, les puces se sont détachées, donc ils ont contaminé les autres. Les membres de la famille des agriculteurs. Donc c'est là où il y a eu le commencement de l'épidémie. Voilà. Donc pratiquement c'est les changements climatiques qui ont provoqué ce type d'épidémie. Donc c'est pour vous dire que c'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'effectivement c'est un entretien entre des rongeurs sauvages, c'est dans des zones vraiment retirées de la population humaine. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de cas depuis 50 ans. C'est possible qu'il y ait eu des cas mais sont passés à côté. C'est possible parce que les pupons inguinales ou axillaires, ça peut provoquer par d'autres bactéries, parce que forcément que ce soit les spécifiques. Donc là, c'est fort probable que c'est passé à côté. Et lorsqu'il y a une épidémie de plusieurs personnes, là, ça donne un titre. Donc ça fait penser à voir est-ce que c'est Yersinia pestis. C'est là où on a confirmé effectivement qu'il s'agissait bien de Yersinia pestis. Par contre, celle de Larroite, c'est en 2008. Ça, c'est autre chose. Larroite, c'est une zone qui est à peu près 570 km de mer. C'est à 540 km de l'ancienne épidémie de 2003 à Oran. Vous voyez, donc pratiquement c'est un autre biotope, un autre milieu, ça n'a aucune relation avec 2003. Et donc là, il s'agissait des nomades, effectivement. Donc, en tant qu'expert ministère de la Santé, donc on m'a sollicité pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette épidémie, etc. Bon, c'est une mineure, je ne peux pas parler d'épidémie parce qu'il n'y a eu que 4 cas. Il y a eu un cas de décès, plus 3 cas, donc ils sont repartis chez eux, il n'y a pas de souci. Donc, dès que je suis rentré, donc je suis arrivé au lieu où il y a eu l'épidémie, mineure, j'ai demandé aux autorités d'enlever carrément la tente. La première des choses, c'est d'enlever la tente, il ne faut pas qu'elle reste. Et surprise, c'est quoi? C'est qu'on a trouvé des dizaines de tailles de rongeurs sur cette tente. Et c'était exceptionnel. Et bien sûr, grâce aux autorités, bien sûr, c'est lorsqu'il y a des catastrophes que les autorités vont commencer à juguler. C'est là où j'ai demandé ordre de leur donner un appartement. Effectivement, ça a été fait parce que c'est politique et c'est important. Pratiquement tout ce qu'on demande, on a comme condition. Donc effectivement, ils ont gagné quand même un appartement. Et pour cette partie, voilà, donc la tente est partie et on a trouvé le terme de rongeurs. On a commencé à capturer les rongeurs et bingo. Je vous assure, on a capturé 11 rongeurs, les 11 étaient positifs. C'est pas des ratus, ni ratus ratus, ni ratus angelikus, c'est des mériones et des jaculus. Alors pour répondre à votre question, on a fait 2 enquêtes. La première enquête, c'est au moment de l'épidémie, c'est-à-dire 3-4 jours après avoir rendu la tente. On a trouvé du jaculus. Jaculus, une autre espèce sauvage. 3 étaient positifs, ils n'étaient pas tous positifs. Au mois de décembre, en hiver, nous sommes repartis. On a trouvé une autre espèce qui a colonisé les Caraïbes, c'était le Merionechari. Et les 11 qu'on a capturés, c'était un peu difficile parce qu'il c'était très froid, il n'y avait pas beaucoup de rongeurs. On a quand même réussi à avoir les 11. Les 11 étaient positifs. Vraiment, c'est exceptionnel, c'est une première mondiale. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on s'est dit?
on s'est dit pour la thèse de Malia, que j'ai eu l'occasion de l'encadrer en master sur la peste à Alger. Donc on a eu l'occasion avec M. Branco pour voir sur la possibilité de trouver une bourse de doctorat pour essayer de continuer ce travail de thèse. Et voilà, donc il y a une autre chose, c'est qu'en 2009, il y a une épidémie en Libye, à Tobrouk. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que Tobrouk et la boîte, c'est pratiquement la même ligne. Donc il y a quelque chose qui se passe dans cette même ligne, et pratiquement on a à peu près 6 à 7 mois de décalage entre les deux épidémies. Donc on a discuté avec Michel, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et bingo, il y avait quelque chose, c'était les shots. Les shots, c'était de l'eau salée un peu partout, donc on voulait faire la relation entre eau salée, épidémie, rongeurs et écologie, pratiquement tout ce qui est environnemental par rapport à ce biotope. Et c'est là, bien sûr, où on a sollicité Malia pour trouver ce travail de thèse, et qui aboutit pratiquement à 70% des résultats. Voilà, donc il reste 30% à faire. Voilà, donc en parallèle, on voulait continuer aussi le travail épidémiologique, qui est non seulement de surveiller ce qui a été connu comme wilaya, c'est-à-dire comme ancien département, qui a été touché par la peste, et de voir aussi les autres départements qui n'ont jamais été étudiés. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été alertés auparavant à l'époque des années 40, des années 30, etc. C'est là où on s'est intéressé par exemple à Tizi Ouzou. Et bien sûr, Tizi Ouzou, c'est une zone qui est connue, qui ressemble beaucoup, les montagnes de Kabylie ressemblent beaucoup aux montagnes françaises, aux montagnes suisses, etc. Pratiquement, on a le même chaîne de végétation, etc. Et bien sûr, Apodilus sylvaticus existait depuis longtemps en Algérie. C'est vrai, il est d'origine européenne, mais il s'est adapté facilement chez nous. Et effectivement, c'est pas parce que c'est la première fois qu'on a travaillé sur ce rongeur. Si on s'était intéressé depuis longtemps, on aurait pu trouver les Yersinia pestis. C'est pour ça qu'on vous dit qui cherche trouve. Donc là, on a cherché, on a trouvé. Bien sûr, il y a d'autres espèces aussi à prospecter pour voir leurs relations, etc. Alors, pour la résistance Yersinia pestis, elle est Ractus norvegicus est connue, mais pas toutes les espèces, c'est pas toute la population, c'est une partie de population. La question qui se pose, pourquoi il y a une seule partie, peut-être la moitié, 50% de la population de Ractus norvegicus sont résistantes à Yersinia pestis. Moi, personnellement, lorsque je capturais les Ractus norvegicus au port, au niveau des villes, des grandes villes, etc., je vous assure qu'ils se portent en parfaite santé. Et lorsque j'ai récupéré la rate, je fais la réserve, je trouve positif. Est-ce que c'est ça le phénomène de résistance? Je ne sais pas si on peut considérer ça comme résistance. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une charge bactérienne, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, au point de vue, il faut approfondir les recherches. Puis il y a même quelques articles qui sont sortis de Madagascar, qui ont trouvé ça. Mais vraiment, il faut approfondir côté moléculaire pour donner cette hypothèse de résistance par rapport aux rongeurs péridomestiques. Par contre, les rongeurs sauvages, là, je suis formel que tous sont résistants. Les Jacobus, les Marinacharus, les Psamomysobisus, là, je vous assure que c'est des résistants. D'ailleurs, le fait de trouver Yersinia pestis dans la terre séparée, ça, c'est vraiment inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que lorsque ça s'assèche au niveau l'été, les rongeurs vont recoloniser, donc ils vont essayer de recoloniser cette parcelle. Et là, la bactérie, elle est vivante. La bactérie, elle est vivante. Donc là, c'est très facile que le rongeur puisse la récupérer. Et là, ça peut redémarrer à tout moment. Et lorsque il y a la remontée des eaux, les pluies, etc., donc là, qu'est-ce qui va se passer? Le rongeur va se retirer. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rapprocher à la population. Et c'est là que ça devient dangereux. Donc là, vraiment, c'est très inquiétant ce qui se passe, mais c'est-à-dire qu'il faut toujours continuer à faire ce type de travail pour confirmer ces hypothèses. Voilà. Donc vraiment, on peut parler de persistance, mais je pense qu'on peut parler aussi de maintenance. Voilà. Donc vraiment,
je pense que j'ai à dire. Et je tiens, oui, par rapport aux ectoparasites, Apodimycet bacillus, donc il y a Xenophila Theopis et Leptophila Sobis. Donc là, c'est les deux puces qu'on a l'habitude de rencontrer souvent. Mais par contre, sur les Merionets chiaoui, on a trouvé du Pulex eritas. Pas habituellement, c'est-à-dire que c'est pour 2 ou 3 rongeurs sur une population de 200 ou 300. Voilà, donc je tiens à te féliciter, encore une fois. J'espère pouvoir avoir l'occasion de continuer à travailler ensemble. Et vraiment félicitations, plein d'autres succès. Je passe la parole aussi au président. Merci, je donne la parole à votre deuxième. Je donne la parole à votre deuxième directeur de thèse, le professeur Michel Roncourt. Merci Monsieur le Président, merci Max, et merci à Amalia pour cette présentation de son travail de thèse. C'est un travail qui est extrêmement important, au moins de 2 points de vue. Premièrement, comme ça a déjà été dit, vous avez vu le spectre, si je puis dire, des techniques que Amalia a dû mettre en œuvre dans sa thèse, puisque ça va, si je puis dire, depuis le terrain, et donc Irmita m'a rappelé les difficultés réelles, que je ne connaissais pas parce que je n'ai pas participé à ces travaux, à cette partie du travail, à ces travaux sur le terrain. Mais on a bien rendu compte qu'elle travaillait effectivement à peut-être 45 ou peut-être même 50 degrés au sud algérien pour aller gratter la terre, ainsi de suite. Finalement, c'est pas physiquement facile. Être confronté en effet à des micro-rongeurs, finalement, c'est vrai que c'est pas si facile que ça non plus. Et donc il y a tout ce travail de terrain qui est absolument nécessaire, indispensable et qu'il faut même renforcer, jusqu'à un travail que j'ai pu directement encadrer ici à Marseille au laboratoire, donc ce sont plus des travaux de laboratoire, de microbiologie à proprement parler, et même si effectivement on n'est pas allé dans ce travail jusqu'à l'étude de telle ou telle molécule et de façon précise, bon, Amalia est allé avec l'aide évidemment du personnel, en particulier des ingénieurs qui ont aidé à ce travail, dont certains sont présents dans la salle cet après-midi, à quand même manipuler le microbe lui-même, les conditions de culture du microbe, et puis a fait un certain nombre de travaux en matière de protéomique et d'analyse de transcrits, donc je considère qu'il y a quand même un spectre de techniques relativement important finalement, et pour tout dire, c'est assez rare d'ailleurs dans mon expérience à moi, qu'un étudiant dans le cadre d'une thèse ait l'occasion de marier aussi bien des activités d'observation de terrain avec des activités d'observation au laboratoire, et ça je pense que c'est un point tout à fait intéressant dans ce travail, et ça a été fait vraiment, c'est-à-dire qu'on a joué le jeu tous d'une sorte de mi-temps, puisqu'on a co-encadré avec Idir, et donc il y a eu, entendu, ça ne se regarde pas à la semaine près, mais enfin en gros il y a eu effectivement un mi-temps sur le terrain, bien encadré par Idir, de collection de prélèvements et d'observation sur le terrain, qui est donc à la fois extrêmement important, et puis une forme de mi-temps fait ici à Marseille, plus directement sur mon encadrement correspondant plus à des travaux de laboratoire. Ça c'est un premier point, un spectre de techniques diverses et variées qui a été utilisé. Deuxièmement, l'emploi de ces différentes techniques confrontées aux données bibliographiques a permis de faire surgir une connaissance, en tout cas que moi je n'avais pas avant que la thèse ne commence, qui est que dans certaines circonstances au moins, cette bactérie, qui n'est jamais qu'une entérobactérie somme toute assez banale au départ, est capable de résister des concentrations de sel, bien entendu 150 grammes, c'est peut-être caricatural, mais enfin, on voit qu'elle est capable de résister à des concentrations de sel que l'on rencontre naturellement dans un certain nombre d'environnements, qu'il s'agisse d'eau de mer, on peut le rappeler, l'eau de la mer qui est sur cette jolie photographie, vous avez bien compris que c'est la même mer à gauche et à droite, qui nous relie au lieu de nous séparer, et donc cette mer contient entre 35 et 40 grammes de sel par litre d'eau de Méditerranée, et puis vous l'avez montré, un certain nombre de sols aussi sont salés, en réalité ça c'est connu depuis des siècles et des siècles et des siècles, ça fait des siècles que les populations extraient le sel du sol, et d'ailleurs extraient aussi le sel de la mer. Et donc c'est une découverte qui est faite là, vous l'avez rappelé, il y a très peu de choses qui ont été écrites, vous avez dû retourner, et là aussi c'est un mérite de votre travail, d'avoir pu
retourner à des vieux grimoires, comme le disait Florence Lebas tout à l'heure, puisqu'il avait sorti une référence de la fin du 19e, puis une référence de 1905 aussi, je me souviens plus exactement. Bref, vous avez eu la patience d'essayer de creuser, et c'est pas facile finalement, de creuser de la littérature qui n'est pas la littérature immédiatement accessible dans l'internet comme ça, donc il ne suffit pas de mettre Yersinia pestis and Soul pour tomber sur tout ça, et puis vous et moi, les dire, avons été bloqués à un certain point parce qu'on a bien compris qu'en réalité, il y a une littérature d'Union soviétique sur ce domaine, mais qu'aucun d'entre nous, on a eu deux difficultés. La première, c'est d'accéder au texte même, fut-il en russe, et puis deuxièmement, on a fini par accéder à un ou deux textes ensemble, mais après, c'est vrai que lire des textes en russe, même si on avait des aides dans le laboratoire, c'est pas si évident que ça de lire en réalité un manuscrit en langue étrangère, même lorsqu'il est traduit par quelqu'un. Donc on a vu qu'on a une limite d'accès. Donc c'est un domaine qui a été travaillé il y a pas mal de temps, mais pour lequel la littérature maintenant est assez difficile, et je trouve que ça c'est bien aussi parce que vous avez, c'est pas moi, c'est vous, vous avez réussi à quand même accéder à quelques éléments de littérature ancienne difficiles d'accès. Et donc lorsque vous avez confronté vos observations sur la littérature, vous avez vu qu'effectivement vous avez, je pense, découvert ce caractère dans certaines circonstances, d'allophilie ou d'allorésistance de Yersinia pestis, qui en réalité n'est pas un cas isolé, lorsqu'on s'intéresse un peu à ce sujet, qui est très peu travaillé, en tous les cas qui est très peu travaillé en microbiologie clinique tout au moins, et relativement peu fait en microbiologie de l'environnement, on se rend compte qu'il y a d'autres microbes comme ça qui tolèrent ça. Et donc de fil en aiguille, et bien ceci vous a permis également de découvrir que ça me semble, à la fin de votre travail de thèse, pour moi, établi que, oui, la salinité du sol ou de l'eau est un des éléments, ce n'est pas l'élément, mais un des éléments qui peut contribuer, et là votre discussion, messieurs, m'a dépassé, à la persistance, à la maintenance, enfin au fait que Yersinia pestis peut rester sous une forme physiologique qui reste très clairement à étudier, à définir, mais enfin est capable de se maintenir, de persister, de rester vivant, peut-être avec un métabolisme qui est ce qu'il est, peut-être dormant, peut-être je ne sais pas comment, enfin en tous les cas de persister, de durer plusieurs mois certainement dans le sol, et ça je crois que c'est une découverte. Cette découverte elle n'est pas neutre, c'est pas simplement une découverte pour une découverte, elle a à mon avis au moins deux ou trois conséquences. Une première conséquence, on l'avait dit avec Idir, c'est que personnellement, si j'étais en charge de ça au Maghreb, je dirais que déjà on va surveiller en réalité plutôt dans les zones salées. C'est-à-dire quitte à surveiller un immense territoire comme l'Algérie, pour ne prendre que cet exemple, est un pays immense, attendez, où est-ce qu'on va surveiller finalement des centaines de milliers de kilomètres carrés, où va-t-on? Eh bien, moi je pense que cette découverte que vous avez faite, peut-être permet de guider plus précisément en disant, quitte à surveiller, peut-être qu'il faut surveiller en effet autour des régions qui sont des régions où on sait par ailleurs, grâce aux satellites, à tout ça qu'il y a des régions de sel. Donc c'est une première conséquence, disons, de nature santé publique en quelque sorte, et comme vous l'avez dit, je suis à peu près convaincu qu'il ne faut pas baisser la garde en matière de surveillance de Yersinia pestis dans l'environnement, peut-être le sol, certainement les animaux sentinelles, et ainsi de suite. Mais peut-être que votre travail permet d'aider les autorités à cibler un tout petit peu plus les endroits sur lesquels il convient de surveiller régulièrement la présence ou non de Yersinia pestis. C'est un premier point. Et puis sur cette base-là, votre travail ouvre des questions et même des perspectives. Et personnellement, moi, j'en suis gourmand de le faire avec des gens qui sont dans la salle. Mais en effet, ça a été dit de différentes façons, mais ça a été dit, il manque, je suis bien d'accord, il manque quelque chose. On se donne l'impression, on dit, attendez, là, vous avez isolé un Yersinia pestis dans un sol qui était, je ne sais plus combien précisément, aux alentours de 40 grammes, précisément, en gros, à 40 grammes de sel. Hein, comment est-ce que ça peut passer ensuite dans un mérione qui, lui, je ne connais pas, je me tourne vers nos jeunes amis les vétérinaires, étudier les vétérinaires, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que la natrémie d'un mérione, mais enfin, elle n'est certainement pas à 40 grammes par litre en tous les cas. Donc on est tous d'accord que sans doute il manque quelque chose, il manque un élément, il manque quelque chose. Et donc ça, je pense que c'est tout à fait intéressant à travailler, et c'est vrai que, pour ce qui me concerne, moi je suis tout à fait intéressé à regarder, parce que c'est une réflexion générale pour moi, appliquer la Yersinia pestis, à regarder ce que vous avez fait voir quand on regarde une photo, c'est qu'entre le période de sol et l'eau, il y a un truc, il y a des plantes. Il y a des plantes qui sont adaptées à ces écosystèmes un peu particuliers de notre point de vue à nous, mais pour ces plantes-là, c'est très bien. Et donc peut-être qu'il faut regarder les plantes, y compris si c'est pour dire que la plante n'a strictement aucun rôle à la fin. Et là aussi, en réalité, grâce à Oleg, je ne sais pas si dans la salle, peut-être pas, mais enfin grâce à Oleg, qui lui est russe,
comme son prénom le laisse supposer, eh bien, en réalité, on va pouvoir retourner une littérature russe ou soviétique qui a déjà en réalité étudié cette question. Parce qu'en réalité, l'Yersinia pestis et les racines de telle ou telle plante, ça a déjà été travaillé, en fait. Là aussi, la difficulté qu'on a, c'est de réaccéder à cette littérature. Il faut trouver le papier, c'est pas facile. Quand on les a, il faut les faire traduire de façon suffisamment compréhensible pour un scientifique de 2016, c'est pas si facile que ça non plus. Mais il y a quelques traces que Oleg a retrouvées dans la littérature, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il est pertinent de se poser la question d'un rôle possible de ces plantes adaptées à ces sols salés, y compris si la conclusion c'est non. Rien à voir du tout. Mais c'est possible que oui. Avec les deux éléments que vous avez indiqués, les racines, c'est quand même, c'est pas complètement invraisemblable. Les racines, vous l'avez dit, trempent par définition dans le sol salé, il peut y avoir du Yersinia là, et les nériums mangent ces racines, c'est possible ces choses-là. La partie émergée de la plante, la partie verte de la plante, qui est broutée, donc on a bien interrogé nos jeunes amis vétérinaires pour savoir comment ça se passait, donc ils nous ont bien dit que le dromadaire en l'occurrence, il n'y a pas plus qu'il ne s'agit pas de chameau, mais bien de dromadaire. Les dromadaires broutent cette partie verte et a priori n'ont pas trop tendance à creuser avec leurs dents pour aller jusqu'aux racines. Mais on a bien entendu ce qu'a dit Florence très justement. C'est très très intéressant ce qu'il a dit. Regardez ici, en broutant de temps en temps, est-ce que parmi ces plantes, est-ce qu'il y a des plantes qui sont susceptibles de faire des petites plaies du calme du dromadaire, et est-ce qu'on a quelque chose? En tous les cas, je pense vraiment qu'il y a un travail prospectif à réaliser. Vous voyez, à nouveau, c'est un travail de terrain avant tout. Il faut déjà réobserver qu'est-ce qui se passe vraiment, et puis échantillonner, revenir ensuite au laboratoire, que ce soit Alger, que ce soit Marseille, que ce soit Lille, que ce soit Lille. Et en tous les cas, voilà, il y a à nouveau un travail comme ça en continuité à faire. Et là aussi, ce travail à faire, c'est un résultat du travail que vous avez fait. Ce n'est pas quelque chose qui pouvait émerger comme ça. Donc je vais m'arrêter là, mais bref, en conclusion, pour moi, un travail qui est exemplaire, du fait encore une fois de cette palette, de cet aller-retour permanent entre l'observation de terrain, l'échantillonnage de terrain et le travail de laboratoire, et ceci en co-encadrement avec Idir, ça semblait absolument parfait. Un travail qui est contributif parce que je pense que vous avez découvert quelque chose, il y a quelque chose qui n'était pas clairement connu dans la littérature avant notre travail, et un travail qui, sur la base de cette découverte, fonde l'idée qu'on peut avoir un programme de recherche à nouveau sur 3 à 5 ans pour continuer et tous ensemble essayer de comprendre mieux qu'est-ce que c'est qu'un cycle de la peste qui aboutit malheureusement de temps en temps à des populations, comme vous l'avez dit, par hasard par rapport aux microbes, mais enfin qui finissent éventuellement par tuer, parce que même si c'est des petites épidémies, comme l'a dit hier, de temps en temps, il y a encore quelques personnes qui meurent de peste. Et deuxièmement, ceci peut être un modèle, en dehors de la peste elle-même, ça peut être un modèle de réflexion d'un certain nombre de maladies infectieuses de l'homme qui pourraient marcher un peu sur le même modèle. Donc des choses extrêmement intéressantes, relayées en particulier par une présentation qui, je pense, était très très bien menée, très bien faite et qui illustrait très très bien votre travail. Donc, je vous remercie et vous félicite pour l'ensemble de ce travail. Merci.